French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Éric Gendry. Bonjour à tous, avec nous aujourd'hui dans French Boss depuis Londres, Laura Mimoun. Alors, raconter la vie professionnelle de Laura, eh bien, c'est un petit peu décrire le cheminement que fait une jeune fille depuis une école de commerce française jusqu'à plusieurs étapes plus tard, la création d'une entreprise en Grande-Bretagne. Elle va passer une demi-heure avec nous et on la retrouve tout de suite en plein cœur de Londres. Hello Laura. Hello, bonjour. Laura, on va raconter votre vie professionnelle, on va raconter les idées que vous avez eues, les succès que vous avez déjà, et ils sont nombreux, j'en ai l'impression. En tout cas, auparavant, un petit mot sur la ville qui se trouve derrière moi, le quartier de Regent Street, plein cœur de Londres. C'est vous qui m'avez envoyé cette photo. Et en fait, Regent Street, c'est à portée de fusil d'un de vos principaux titres de gloire en matière de création d'entreprises à Londres. On ne va pas en parler tout de suite, on en parlera tout à l'heure. Auparavant, il y aura un petit mot sur l'importance qu'a eu Londres dans votre vie professionnelle. Je crois que c'est une grande importance, non ? Oui, parce que je ne suis pas sûre que j'aurais créé mon entreprise si je n'avais pas déménagé à Londres il y a quelques années. Donc, je pense que ça fera vraiment partie de ma vie et de ma carrière. Voilà. C'est un moteur. Est-ce que Londres a été, d'une certaine manière, un accélérateur de carrière pour vous ? Est-ce que votre carrière aurait peut-être été plus lente si elle avait été ailleurs qu'à Londres ? Plus lente, je ne sais pas, parce que je suis très ambitieuse, que je travaillais déjà dans des grands groupes en France, que je travaillais dur et que du coup, j'arrivais à progresser. Mais différente, c'est certain. Je pense vraiment pas que j'aurais entrepris si j'étais restée en France. Je pense quand même que Londres offre des carrières très excitantes. Si on travaille dur, si on se donne, si on est ambitieux, si on a du talent, on peut évoluer rapidement. Et du coup, j'ai voulu suivre cette trajectoire. Mais je pense que j'aurais aussi eu, j'espère en tout cas, si un jour je rentre, j'aurais eu une belle carrière en France aussi. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a orienté ma carrière et impulsé mon désir d'entreprendre. Alors, on va parler bien sûr de cette carrière, on va parler du stade où vous en êtes aujourd'hui, mais on va faire une petite chronologie, si vous voulez bien. On va revenir quelques années en arrière. De l'autre côté de la Manche, à Lyon. L'EM Lyon, c'est le point de départ de tout ça. C'est là que naît la petite flamme de celle qui va devenir entrepreneuse quelques années plus tard. Alors, pas du tout quand j'étais là-bas. Je me suis spécialisée en marketing. J'avais beaucoup de cours d'entrepreneuriat. À l'époque, c'était EM Lyon, Entrepreneur for the World. C'était ça leur slogan. Mais je n'étais pas du tout intéressée par l'entrepreneuriat. J'avais des cours d'entrepreneuriat, mais ce n'était pas du tout ceux qui me passionnaient le plus. Après, ce qui est certain, c'est que j'ai rencontré mon mari et mon cofondateur à l'EM Lyon. Donc, voilà, l'entrepreneuriat, d'une certaine manière, a commencé là-bas. Est-ce que votre mari et votre cofondateur, c'est la même personne ? C'est la même personne, mais pas tout le temps, à toutes les heures de la journée. D'accord, voilà. Ça ne nous regarde pas. On va pas rentrer dans le détail. Vous avez occupé plusieurs postes, vous étiez responsable de marque au sein de grandes entreprises. Racontez-nous ce qu'a été véritablement, Laura, votre vie professionnelle avant de créer votre boîte. On avance dans le temps, petit à petit. J'ai fait une business school, j'ai débuté en stage dans un grand groupe et puis ensuite ça m'a plu, je suis restée là-bas et j'ai évolué au sein de ce grand groupe tous les ans et demi. Ensuite, j'ai commencé à découvrir l'entrepreneuriat dans ce premier grand groupe pour lequel j'ai travaillé, puisque j'ai demandé à me faire muter à Londres parce que mon mari, à l'époque, travaillait en finance et avait une opportunité à Londres. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Londres, toujours dans ce grand groupe.
Et en fait, à l'époque, il y avait cette petite Française qui voulait travailler dans ce grand groupe à Londres et on savait pas trop quoi lui donner parce qu'elle parlait pas très bien anglais. Et donc, on m'a donné une toute petite marque qui s'appelle Green and Blacks Organic, qui est une marque de chocolat anglaise. Et c'était une marque qui respirait l'entrepreneuriat, qui a été fondée par un couple à Notting Hill dans leur appartement et qui avait été achetée par ce grand groupe pour lequel je travaillais. Et en fait, j'ai adoré travailler pour cette marque et je pense que ça a été ça, mon premier pas, on va dire, vers l'entrepreneuriat. Vous étiez, vous l'avez dit, très ambitieuse. Est-ce que déjà à cette période, vous étiez très ambitieuse ou est-ce que c'est venu avec le temps et avec les premiers succès et puis les premières responsabilités importantes qui vous ont été confiées? Je pense que j'ai toujours été ambitieuse. Même pour des petites choses toutes simples. Quand j'étais jeune, je voulais être déléguée de classe et je me battais pour être déléguée de classe. Je pense qu'il y a un état d'esprit, il y a des gens qui sont conquérants, je pense que j'en fais partie. J'aime le succès, j'aime que les gens m'aiment, qu'ils aiment ce que je fais. C'est parfois très difficile parce que ça veut dire que le regard des autres m'impacte beaucoup. Et que les highs peuvent être très high et les lows très low et que parfois voilà, je vis mes hauts et mes bas de manière très intense, mais j'ai toujours été ambitieuse. Après, c'est certain que plus on a de responsabilités, plus on a d'impact et plus c'est excitant aussi. Donc, je pense que ça s'est amplifié avec le temps. C'est marrant que vous parliez du fait que quand vous étiez à l'école, vous souhaitiez toujours être délégué de classe parce que ça traduit pas, à mon sens, tellement de l'ambition. Ça traduit une autre qualité et cette qualité, on en parlera tout à l'heure parce qu'on la retrouve dans votre quotidien professionnel aujourd'hui. Donc, on continue. Donc, la suite de votre ascension, la première petite flamme est en train de naître au travers de ce que vous côtoyez dans ce groupe. Comment elle se fait la maturation intellectuelle, professionnelle de Laura? En fait, je découvre ce que c'est que de travailler sur une petite marque, avec une petite équipe, avec des gens vraiment passionnés, et ça me plaît. Ça fonctionne très bien pour moi. Je suis promue au sein de cette petite marque et ça se passe tellement bien qu'on me donne ensuite une très très grosse marque qui n'est plus du coup Green and Blacks Organic. Et je m'amuse beaucoup sur cette nouvelle grosse marque, mais pas. On peut la citer. On peut la citer. Cadbury Cream Egg et même Pack au global. Donc un super job en Angleterre. Il y a pas beaucoup de marques avec autant de personnalité, si sympathiques, etc. Et je m'amuse beaucoup dans ce nouveau job, mais j'ai ce manque de la petite marque, l'entreprise un peu familiale finalement, parce que Green and Blacks, c'était un petit peu ça. Il y avait des gens qui travaillaient sur la marque depuis plus de 14 ans. Et tout ça, ça m'avait beaucoup plu. Et donc, c'est comme ça que je me dis que peut-être un jour, je créerai mon entreprise ou en tout cas que je commence à m'intéresser par des plus petites structures. Et je sais que c'est assez étonnant de dire ça, sachant que mon move juste après, ça a été Pepsi. Donc, pas du tout une petite structure. Mais en fait, entre-temps, j'ai d'ailleurs cherché du travail dans des petites structures. Donc, je me suis fait contacter par un chasseur de tête pour une petite marque dans les salades. Une marque qui s'appelle Bol. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont fait pas mal de pubs dans les Bol Food, dans les métros, etc. Maintenant, ils sont chez Tesco, Sainsbury. Moi, je suis plutôt cassoulet que salade, moi. En général, ça se voit. Et en fait, j'arrive aux dernière étape du recrutement. Puis finalement, ils prennent quelqu'un d'autre en me disant que mon profil est trop gros business, pas assez entrepreneuriat et que pour eux, c'est trop risqué de m'embaucher pour cette petite boîte. Et là, vraiment, gros coup dur. J'ai du mal à me relever. Je me fais chasser par Pepsi en parallèle et du coup, je me dis, bon, bah, ça y est, je vais chez Pepsi. De toutes les manières, je ferai que des grands groupes toute ma vie. Voilà. Chez Pepsi, encore une fois, ce qui me plaît le plus, c'est les marques
les marques, les petites marques. Donc, j'avais notamment dans mon portefeuille Naked Juice, qui était une marque qui n'existait pas en Angleterre, qu'il fallait lancer. Et c'est ça qui m'a plu le plus dans le scope que j'avais. Et donc, ça continue à me trotter. Oh là là, j'aime vraiment les petites marques, j'aime vraiment créer. Et il se trouve que c'est à ce moment-là que j'ai l'idée de Kaleido, de créer une salade sandwich. Et j'attends le bon moment pour démissionner. Et voilà, c'est là que tout démarre. On va en parler effectivement, on va y consacrer effectivement quasiment tout le reste de cette émission. Un petit retour sur une phrase que vous avez dite tout à l'heure. J'ai toujours été attiré par l'international. Qu'est-ce qui vous attirait dans l'international? C'était la possibilité d'offrir votre qualité professionnelle à l'international ou est-ce que c'était le goût du nouveau, de l'étranger, le fait d'être loin de chez soi? Qu'est-ce qui tenait la plus grande part dans ce choix de l'international et cette envie d'y être? Je pense que c'est la découverte, en effet. Quand on n'est pas chez soi, on regarde les choses avec un autre œil. Et ça me plaît. Je sais que, et c'est pour ça que je vous disais plutôt que si j'étais restée en France, j'aurais sûrement jamais entrepris parce que j'étais dans mon petit cocon familial avec mes amis, ma petite vie bien tracée. Et en fait, Londres m'a ouvert une autre façon de regarder les choses, un goût du risque plus prononcé. Et c'est vrai que j'ai vécu dans pas mal de pays. J'ai vécu en Argentine, en Chine. Et j'aime voyager, j'aime découvrir des gens, des cultures. Très bien, des cultures. Et en l'occurrence, la culture londonienne, ville dans laquelle vous avez créé, donc en 2017, Kaleido. Ouais. Kaleido, c'est des salades. Alors racontez-moi. Non, voilà, je schématise évidemment parce que justement, vous êtes là pour m'éclairer et m'apporter des précisions. Racontez-moi aujourd'hui quel est votre produit. Et on revient surtout 5 ans en arrière, en 2017, la création de Kaleido. Rappelez-vous, qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? Est-ce que c'était un moment euphorique, inquiétude? Quels étaient les sentiments qui vous traversaient, Laura? J'avais très peur. J'avais très peur de l'échec. D'ailleurs, mon père m'avait offert Les Vertus de l'échec à lire parce qu'il avait vu que j'étais terrorisée par l'échec. Donc, j'avais très peur, mais en même temps, j'essayais de tout rationaliser. C'est ma personnalité qui est comme ça. Donc, je me disais, bon, qu'est-ce que c'est le pire qui puisse m'arriver? Et je rationalisais pour gagner confiance en moi et avancer. Et d'ailleurs, on a fait les choses de manière très réfléchie. Mon mari est cofondateur, a gardé son emploi jusqu'en 2020. Voilà, on a pris des risques mesurés. Et voilà, et pour moi, j'avais tout à gagner parce que mon profil n'allait devenir que plus excitant dans un monde où tout le monde parlait de start-up. Quand j'étais chez Pepsi, tout le monde parlait de start-up. Tout le monde disait, oh là là, il faut qu'on agisse comme une start-up. Et j'étais là, mais en fait, on n'est que entouré de gens qui n'ont jamais travaillé dans des start-up. Et du coup, je me disais qu'à un moment donné, ça serait un plus pour ma carrière, quelle que soit l'issue de Kaleido, que d'avoir tenté de créer quelque chose. Donc, Kaleido, 2017, l'idée de départ, la petite graine qui alimente la création de l'entreprise et la création, en l'occurrence, du produit. Quelle est-elle, cette petite graine? Quelle est l'idée qui préside à la naissance de Kaleido? Donc, l'idée, c'est de révolutionner la manière dont les gens peuvent manger sain au travail. Voilà. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'options qui sont saines mais gourmandes. Et moi, c'est ça que je voulais apporter sur le marché. C'était une salade sandwich, une salade qu'on peut manger avec ses mains comme on mange un burger, une salade qu'on peut tremper dans de la sauce, qu'on peut manger quand on est dans les transports, quand on est sur son bureau en train de travailler. Voilà, donc l'idée, c'est tout simple, c'est d'offrir un moyen de manger sain dans des situations où, en général, on doit manger de la junk food. Ouais. Et vous y connaissez quelque chose véritablement? Vous avez eu un aperçu de ce que ça pouvait être, mais en matière de confection du produit lui-même, est-ce que, Laura, vous êtes efficiente là-dessus?
Alors, mes premiers rôles étaient horribles. Quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais démissionner, je leur ai dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Ils m'ont dit, mais Laura, tu vas lancer une sandwicherie. Voilà, clairement, non, c'était une idée. Je savais que c'était que c'était possible. J'y croyais. Je pensais qu'on pouvait arriver à un produit qui serait bon, beau, rentable, que les gens voudraient consommer, etc. Mais quand, en 2017, comme vous dites, on n'en était pas du tout là. Donc, vous démarrez avec votre mari. Quels sont les premiers ressentis en provenance de l'extérieur? Vous avez vos certitudes et vos inquiétudes, vous nous en avez parlé, mais quels sont les premiers ressentis que vous avez depuis outside, depuis l'extérieur? Alors, ils sont divers. Chez Pepsi, tout le monde pensait que j'étais folle. Mes amis étaient très supportifs, mes parents aussi. Les consommateurs, très variés. Il y a des endroits où on cartonnait. J'ai envoyé un email avec une photo du produit à la London Fashion Week. J'ai eu une réponse très rapidement. On a fait la London Fashion Week en février 2018, donc très rapidement après avoir créé l'entreprise. À l'inverse, j'ai fait un marché à Soho. Je pense que j'ai vendu 4 rouleaux de printemps sur la journée, et je me suis dit que ça n'allait jamais marcher et qu'on était fous. Il pleuvait, c'était l'enfer. Donc voilà, il y avait des hauts, des bas, mais ça a fait partie de l'aventure. L'élément déterminant, alors vous m'arrêtez hein, si je dis des bêtises, bien sûr, Laura, mais j'ai l'impression, après avoir lu ce que j'ai lu sur vous, j'ai l'impression que l'élément déterminant de la véritable prise de confiance, et on revient à Regent Street qui est derrière moi, c'est l'ouverture effectivement d'un pop-up dans un des plus grands magasins de Londres. Oui. Ça a été ce moment-là. Donc, on a ouvert à Selfridges. Ça a été notre premier point de vente et c'était un format pop-up. En fait, on a eu la chance de rencontrer l'acheteur de Selfridges à un salon où on a gagné la médaille d'or de la meilleure innovation au déjeuner. Et en fait, du coup, c'est comme ça que l'acheteur de Selfridges nous a repérés et il nous a offert l'opportunité de faire un pop-up pendant 3 mois. Et ça s'est très, très bien passé. On a été le pop-up le plus successful à Selfridges et ils nous ont proposé un corner permanent. Et on est d'ailleurs toujours à Selfridges quelques années après. Donc oui, ça a été vraiment un tournant. Je pense que ça m'a donné confiance en moi. Ça a donné aussi beaucoup de crédibilité à la marque, ce qui était nécessaire parce que c'est un produit qui, certes, en France, existe sous le format de rouleau de printemps, mais qui n'existe pratiquement pas en Angleterre. Selfridges, c'est véritablement le point de départ d'une succession d'ouvertures, d'autres implantations. Racontez-moi la suite. Racontez-moi avec des mots, si vous voulez. Après, on en parlera avec des chiffres, mais racontez-moi avec des mots, pour l'instant, la croissance de Kaleido. Alors, la croissance, elle est très, très, très belle à voir, etc. Elle est beaucoup moins rapide que ce qu'on imaginait, parce qu'il y a quand même eu 2 ans de Covid entre 2019 et aujourd'hui. Mais on est très fiers d'avoir maintenant 5 boutiques. Donc, on a Selfridges, ensuite, on a ouvert Carnaby, on a ensuite ouvert Canary Wharf, Harrods, et on vient tout juste d'ouvrir King's Cross Saint-Pancras. Donc, je dirais que c'est une croissance qui est notable en termes de points de vente, parce que 5 points de vente, ça commence à être une taille assez intéressante, mais aussi en termes d'emplacement, parce qu'on est vraiment dans des emplacements qui sont des emplacements très uniques à Londres, à Rhodes, King's Cross Saint-Pancras. C'était des endroits où je rêvais d'être, et du coup on touche un peu de plus près notre rêve. Et ça doit coûter hyper cher, justement, les locations d'emplacement dans ces endroits-là. Et du coup, ça rend la rentabilité beaucoup plus hasardeuse et beaucoup plus difficile à obtenir. C'est un point que beaucoup de gens, une question que beaucoup de gens me posent. Non, parce que on a aussi eu de la chance et on essaie d'être opportuniste. King's Cross Saint-Pancras, par exemple, ils sont venus nous chercher, ils nous ont proposé cet emplacement parce qu'ils avaient une opportunité. C'est une toute petite arche, là où on est, très peu d'opérateurs.
peuvent opérer à partir d'un emplacement si petit. Et ça a un peu été le cas dans tous nos magasins. Carnaby, par exemple, c'est un ancien ascenseur. Donc, certes, très grand, mais ça reste un ancien ascenseur. Canary Wharf, c'était 2 anciens distributeurs automatiques qu'on a mergés, etc. Donc, du coup, notre approche et notre business model, qui est très agile, nous permet d'avoir des points de vente avec des loyers qui sont tout à fait acceptables. Ouais, donc, c'est un parti pris d'avoir plein de petits emplacements plutôt que moins, mais de grands emplacements. Oui, clairement, c'est notre choix. Ça va avec notre stratégie d'être disponible à l'endroit où les gens ont besoin de nous. Et il y a plein d'endroits où on mange mal, et donc on veut avoir des tout petits corners dans les endroits où c'est difficile de consommer quelque chose de sain quand on est en mouvement. Alors, on va parler, Laura, bien sûr, on ne peut pas y couper de ce que représente aujourd'hui Kaleido. Quand je parle de ça, c'est ce que ça représente en termes de personnel, ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires, ce que ça représente en termes de croissance. On arrive dans l'instant chiffre de French Boss, Laura. Super. Du coup, en termes de chiffre d'affaires, ce que je peux vous dire là, c'est que avant Saint-Pancras, on était à plus de 1,2 million de chiffre d'affaires. On a environ une vingtaine d'employés. Donc, on a des chefs, on a des livreurs, on a des vendeurs. Mais au siège, on n'est toujours que Denis et moi. Et une stagiaire qui nous a rejoint il y a un mois. Voilà, donc du coup, ça reste une toute petite équipe. Ça me fait bien rigoler parce que souvent, on reçoit des emails sur la boîte hello@kaleidorolls générique en disant « Pouvez-vous transmettre ça à Laura ?» Et je suis là, en fait, on les voit, vos emails. Donc voilà. C'est marrant, je vais revenir sur ce dont vous parliez tout à l'heure, qu'on a un petit peu occulté, qui est le Covid. Est-ce qu'à un moment donné, donc, vous aviez déjà créé votre entreprise, elle démarrait, et ce Covid, pour vous, comme pour beaucoup de gens d'ailleurs, il est arrivé au pire moment. Est-ce que vous avez eu la trouille à ce moment-là que tout s'arrête, d'une certaine manière? Oui, c'est certain. En plus, nous, c'était au moment de notre expansion, donc on nous a vraiment coupé les ailes. On a été patients, on en a profité pour faire un enfant. Voilà, mais ce qui était important. C'est pas idiot, hein. Mais oui, on a eu très peur parce qu'on a pris aussi la décision de garder tous nos employés. Et certes, il y a eu une aide étatique, mais elle n'était pas intégrale. Mais c'est un choix que nous avons fait. Je pense qu'aujourd'hui, on en a le bénéfice puisque beaucoup de personnes souffrent de manque de main-d'œuvre, et nous, on a gardé tous nos bons éléments qui étaient avec nous avant le Covid, etc. Mais oui, ça a été très, très, très difficile. En plus, Denis m'a rejoint un mois avant le Covid. Donc, en termes de timing, c'était quand même assez fou. C'était chaud. C'était chaud. Vous m'avez dit 1 200 000 livres aujourd'hui de chiffre d'affaires. En termes de progression, alors évidemment, ces chiffres, ils sont faussés par la période du Covid, mais quelle est la progression moyenne d'une année sur l'autre, si tant est qu'il est possible d'en déterminer une, quoi? Je ne pourrais pas vous dire comme ça parce qu'on n'a pas trop regardé vraiment les progressions pendant le Covid. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous nos magasins sont en croissance, même les magasins historiques. Donc, à Selfridges, à Carnaby, on continue à croître chaque semaine. Et d'ailleurs, il y a eu un vrai avant et après Covid. Donc, je ne sais pas si c'est les gens qui ont réalisé qu'il fallait mieux manger, si c'est les gens qui ont été cloîtrés chez eux et qui sont retournés au bureau avec un œil différent et une envie de découvrir des nouvelles choses. Mais on a eu une forte croissance post-Covid de tous nos points de vente historiques. Vous me parlez d'un point de vente à Carnaby Street, vous me parlez d'un point de vente à Selfridges. Géographiquement, c'est pas très loin tout ça. Est-ce que ça veut dire que vous ciblez des quartiers? Saint-Pancras, c'est une évidence. Est-ce que ça veut dire que vous ciblez des quartiers plutôt que vous fonctionniez en fonction des opportunités de location de locaux que vous avez? Est-ce que vous privilégiez des quartiers, le choix d'un quartier? Oui, on a une liste d'emplacements prioritaires. Saint-Pancras en faisait partie. Après, on pensait jamais avoir Saint-Pancras, mais parfois la magie
est là. Donc oui, on a une liste d'emplacements prioritaires et ensuite, bien sûr, on fait avec les emplacements disponibles, les opportunités, etc. Et là, d'ailleurs, on cherche beaucoup de nouveaux emplacements. Alors justement, vous me fournissez la transition. Quelles sont les perspectives, quelles sont les ambitions, quelles sont les prévisions que vous faites, Laura? Alors nous, on aimerait ouvrir environ un shop tous les 2 mois, un magasin tous les 2 mois. C'est l'ambition qu'on s'est fixée. Donc il va falloir un peu plus de ressources pour le délivrer. Mais c'est ce qu'on aimerait faire. On a aujourd'hui un business model qui est défini. On a ce qu'on appelle un shop parfait, Kaleido, un peu modèle qu'on peut simplement répliquer dans d'autres endroits. Donc voilà la target qu'on s'est donnée. Et ensuite, l'idée serait de s'internationaliser assez rapidement aussi. Alors, un autre aspect qui va nous ramener à la petite déléguée de classe, la petite Laura, il y a quelques années, déléguée de classe. C'est pas trahir un secret que de dire que vous avez grosso modo 35 ans, quelque chose comme ça, non? C'est pas une bêtise non plus de dire ça. Non, c'est pas une bêtise. D'accord. Donc, on va parler effectivement de quelque chose qui va nous ramener à la petite déléguée de classe en France à l'époque. J'ai lu quelque part vous concernant, vous pardonnerez, hein, je lis mes fiches, que vous avez voulu, c'est vous qui l'avez dit, vous avez voulu créer un business qui respecte autant ses clients que ses employés. Alors là, il y a véritablement une fibre sociale, une fibre représentative qui déjà certainement animait la petite Laura quand elle voulait être déléguée de classe, non? Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui m'importe, c'est quelque chose qui est très important en restauration. Ouais. Je pense qu'il y a des secteurs qui souffrent plus que d'autres de la maltraitance des employés et la restauration pour moi en fait partie. Quand j'ai lancé Kaleido d'ailleurs, j'ai travaillé pendant 2 mois dans un fast-food pour comprendre un peu mieux l'industrie et voilà, et je me suis rendu compte qu'en faisant des toutes petites choses pouvaient faire une très grande différence. Quand on ouvre un magasin à 7h du matin, et ben, il ne faut pas que la même personne est fermée le soir à 22h. Ça paraît simple comme bonjour, mais en fait, c'est des choses qui sont tout le temps là, en permanence, en restauration. La manière dont les gens sont payés, les salary gap entre les hommes et les femmes. Il y a plein de choses qui sont à faire. Je ne dis pas du tout que Kaleido est parfait. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas encore aussi bien que ce que j'aimerais. Mais voilà, on essaye de bien faire les choses et d'avoir un impact et d'être un endroit où il fait bon travailler. Et d'ailleurs, quand on regarde notre head chef et notre responsable vente, c'est les mêmes personnes que celles qu'on a recrutées au tout début. Et je pense que c'est un signe de bien-être au travail, voilà, dans une certaine mesure, encore une fois, parce que voilà, on n'est pas parfait, mais en tout cas, ça nous importe. Mais c'est presque un slogan que vous devez certainement valoriser au moment de recruter parce que vous êtes encore une entreprise, bien sûr, qui recrute et qui, je vous le souhaite, va recruter pendant longtemps. Vous valorisez ce côté social, ça vous aide à recruter? Je pense qu'on ne le fait sûrement pas assez bien, mais oui, de toutes les manières, tout est fait. C'est des choses, en fait, on se rend compte très rapidement des différents types d'entreprises. Chez Kaleido, par exemple, le bonus, il y a un monthly bonus qui est basé sur la performance de l'entreprise. C'est le même bonus qu'on soit head of stores, general manager ou juste team member. Il y a plein de petites choses, en fait, qu'on peut faire pour faire sentir aux gens qui sont importants, quel que soit leur niveau hiérarchique. Et en fait, je pense que ça nous aide à recruter parce que quand on présente de manière très factuelle, par exemple, notre bonus scheme, les gens ressentent les valeurs de l'entreprise via les actions. Et en fait, pour moi, plus que par des jolis mots, et d'ailleurs, on va refaire complètement notre website et je pense qu'il n'y aura plus du tout ce qui a écrit aujourd'hui qui date maintenant. Mais pour moi, ce qui est très important, c'est des actions concrètes, en fait. Comme je vous le disais, les gens qui ferment, le shop n'ouvre pas le lendemain. Comment est-ce qu'on répartit les bonus en entreprise? Voilà. Donc, c'est ce genre de choses sur lesquelles on prête notre attention.
Laura, on a déjà là un petit peu, pas largement, un petit peu débordé de la demi-heure auquel on a droit, entre guillemets, dans cette émission French Boss. Il me reste deux questions. Je vais vous demander des réponses rapides si vous le voulez bien. Pardon. La première question, c'est est-ce que vous pensez aller décliner votre concept ailleurs qu'en Grande-Bretagne? Oui. Où? Vous m'avez dit dans plein d'endroits, à Dubaï, à LA, à Paris, voilà. D'accord. Et la dernière question, là, on va revenir complètement en arrière à ce qu'on disait en début d'émission. On a vu que vous aviez eu une carrière très linéaire, vous n'avez cessé de grandir, d'abord comme salarié, puis comme entrepreneuse. Est-ce que vous pensez que les différentes étapes que vous avez traversées en tant que salarié ont fait de vous une entrepreneuse peut-être meilleure qu'aurait été quelqu'un d'autre qui n'aurait pas eu tout ce cheminement initiatique? Est-ce que vous pensez que quand vous êtes arrivé entrepreneur, vous étiez meilleur qu'une autre, quoi, en gros? C'est bien ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans ma formation, dans des grands groupes qui m'ont certainement aidée. Après, il y a beaucoup de choses que j'ai dû aussi déconstruire. Tout d'un coup, on se retrouve tout seul, on n'a pas 15 agences, donc il faut, voilà, c'est très différent. Et je pense que ça a été une grande force, mais dans certains aspects, ça a aussi été une limite. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, je rallonge un peu bêtement d'ailleurs, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune qui aurait 15 ans de moins que vous, qui rêverait comme ça de créer son entreprise sur un produit original et moderne? Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? De faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire passer par le salariat, ou est-ce que vous lui donneriez le conseil de démarrer tout seul très jeune? Je pense que le salariat donne une méthode de travail, qu'on apprend beaucoup de choses de toutes les expériences, mais après, ça peut aussi être une première entreprise qu'on crée et ensuite c'est la deuxième qui sera une réussite. Je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours. Il faut suivre son instinct. Moi, le mien, toutes les décisions et tout ce qui s'est passé, je vous l'ai dit, ça a été un cheminement, parfois juste par hasard. Et je pense que c'est ça la magie de la vie et qu'il ne faut pas avoir peur aussi de retourner en arrière. Quand je suis arrivée en Angleterre sur Green & Blacks, j'ai été rétrogradée. Oui, j'ai été rétrogradée et en fin de compte, ça a été une magnifique expérience. J'ai ensuite très rapidement retrouvé les grades auxquels je prétendais, etc. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de chemin type et il ne faut pas avoir peur de parfois se perdre un petit peu. Je crois que ça nous amène toujours dans la direction finale. Voilà, eh bien, je m'adresse à ceux qui viennent de suivre donc cette émission French Boss en compagnie de Laura Mimoun. Retenez cette dernière phrase, s'égarer, c'est pas forcément rater tout par la suite. Merci Laura d'avoir été avec nous. Très enrichissante comme interview parce que très actuelle et effectivement, beaucoup de jeunes sont dans votre situation, ont les mêmes envies que vous et donc c'est important pour eux de leur dire que c'est possible. Super, ben merci beaucoup. Merci Laura et bonne continuation. Merci, au revoir Eric. Au revoir.